Croyez-vous aux ovnis, ces objets volants non identifiés? Êtes-vous fan de ces émissions qui nous les présentent avec des petits bonhommes verts, des extraterrestres? J'adore ce sujet et tout autant celui qui vient de nous proposer un livre qui fait l'histoire finalement de ces incidents énigmatiques. OVNI au Québec, c'est le nouveau livre de Christian Page. Bonjour Christian. Bonjour Isabelle. Journaliste spécialisé en paranormal qui s'est beaucoup intéressé à la chose et surtout parce que tu as déjà été toi-même ufologue dans une autre vie, j'allais quasiment dire, n'est-ce pas? Exact. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je disais à la recherchiste, parce que ce livre-là est un regard critique sur le phénomène des ovnis. Mais oui, on le connaît. Oui, mais entendons-nous, dès le départ, je mets la table, je le dis, il n'y a pas de débat sur l'existence des ovnis. Les gens voient des choses dans le ciel qu'ils n'expliquent pas, et pour à peu près 5 à 10% de ces observations, même une investigation n'arrivera pas à trouver une explication rationnelle. Donc, le phénomène des ovnis, il n'est pas remis en question. La question maintenant est de savoir, est-ce que ces ovnis, ces objets volants non identifiés, d'ailleurs aujourd'hui on préfère l'expression PAN pour phénomène aérien non identifié, donc ça ne nous oblige pas à accepter qu'il y a un objet derrière le phénomène. Donc ces phénomènes mystérieux dans le ciel, il n'y a pas de débat, ils existent, ils sont là. Maintenant la question est de savoir, est-ce que ces objets sont réellement des vaisseaux spatiaux extraterrestres? Donc là on passe du constat du phénomène à une interprétation. Donc moi, je suis parti, j'ai dit, je vais regarder un peu ce sujet-là. Et aujourd'hui, parce que faut pas se le cacher, Isabelle, ce phénomène, il est apparu de manière contemporaine. Bien sûr, on pourrait reculer l'arche d'alliance, pas l'arche d'alliance, mais l'arche de Noé aurait été transportée par un vaisseau spatial. La manne des Hébreux dans le désert aurait été un vaisseau spatial. Bon, on peut reculer jusque dans l'Antiquité dans des trucs comme ça. Mais la réalité est que sur le plan, disons, plus moderne, ce phénomène apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Québec a fait ne pas échapper à cette vague d'observations d'OVNI. Dans le livre, je recense plus de 200 observations d'OVNI qui se sont produites au Québec. Donc, on a commencé à voir ces phénomènes mystérieux dans le ciel. On s'est intéressé à ces sujets-là. Même les services militaires se sont intéressés à ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que ce sont les Russes qui sont en train de nous envahir? Et peu à peu, je te dirais que ma vision à moi, c'est que ce phénomène, au début, qui était alimenté par une saine curiosité, a fait place à une espèce de croyance. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus la question de qu'est-ce que sont les ovnis, c'est les ovnis, c'est des extraterrestres, puis on va vous le prouver. C'est devenu ça un peu le dialogue, le dialogue des amateurs d'ovnis. On parle d'un freak show carrément, là. Absolument. Et quand on parle de ces sujets-là, quand on jette un regard critique là-dessus, les gens qui font ce que moi j'ai fait, on est généralement taxé par les ufologues. Ce sont ces gens qui se définissent comme les experts des ovnis. Ces gens-là vont nous taxer en disant « ce sont des sceptiques, ils connaissent pas le sujet ». Mais moi, on pourra pas me servir cette médecine-là. Ça fait 44 ans que je suis dans le domaine du paranormal et de l'étrange et j'ai passé plus de 20 ans de ces 40 ans dans ce milieu associatif des ovnis. Donc, j'ai été membre de plein d'organisations, j'en ai dirigé moi-même et donc le sujet, je le connais bien. Donc, je suis capable de prendre un recul par rapport à tout ça et de jeter un regard là-dessus. Oui. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, de dire, OK, attention, là, on a un sujet qui est fort intéressant. Et justement, ta passion, t'allais dire qui me passionne, mais j'allais te demander d'où vient cette passion que tu as eue très tôt pour les ovnis, là, pour tous ces phénomènes aériens non identifiés, là. En fait, c'est curieux parce que en 1976, j'ai vécu une expérience personnelle qui n'a rien à voir avec les ovnis. Mais ça m'a éveillé à cet univers de l'étrange et du mystérieux que je ne connaissais pas. Bien sûr, comme n'importe quel adolescent, on avait vu des séries à la télé, Les Envahisseurs ou Cinéma Rencontre du troisième type ou des trucs comme ça. Mais le sujet ne m'intéressait pas particulièrement. Pour moi, ça n'était que du divertissement. Et en 1976, donc, c'est cette petite expérience que j'aurais tendance davantage associée aux fantômes qu'aux ovnis, mais néanmoins, ça m'a ouvert, ça a déclenché cet intérêt pour le paranormal. Et écoute, aujourd'hui, 44 ans plus tard, je t'en parle avec la même fougue, la même passion qu'à l'époque. Le sujet ne m'a jamais déçu.
mais la communauté énormément. Ouais. Donc, peu à peu, avec le temps, donc au sein de ces organisations, j'ai découvert que ces gens ne cherchent plus la vérité, quelle est la nature de ces objets. Ce qu'ils cherchent, c'est de nous vendre des extraterrestres. Mais raconte ton histoire pareil, là, parce que là, t'as piqué notre curiosité. Là, tu dis c'est plus un fantôme qu'un ovni, mais là, on est curieux. Là. Moi, je connais l'histoire parce qu'on a fait ensemble Enquêteurs du paranormal, mais ça vaut la peine que tu le dises aux gens qui nous écoutent. Donc, c'était en 1976, c'était le soir du 13 juillet 1976. Là, évidemment, les gens vont dire, mais ce type est complètement déjanté. Donc, c'était le 13 juillet 76, je faisais de l'autostop, j'étais à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. C'est un petit village près de la frontière américaine, et je rentrais chez moi en faisant de l'autostop. J'habitais à l'époque à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vers à peu près 22 heures, une voiture s'amène. Je suis un peu à la sortie du village. Donc, la route est mal éclairée. Il y a des réverbères, mais toutes les 50-60 mètres. Donc, la route est mal éclairée. Et là, donc, la voiture s'approche. Et au moment où elle arrive à ma hauteur, probablement, je suppose que le chauffeur m'a vu à ce moment-là, donc il donne un coup de roue pour éviter, peut-être est-ce que j'étais trop sur la chaussée, je l'ignore, peut-être est-ce qu'il était surpris. Donc il donne un coup de volant, la voiture, il faut se rappeler, on est dans les années 70, c'est ce qu'on appelait des voitures à propulsion ou à traction arrière, donc le véhicule se cabre un peu, les roues arrière tombent dans le gravier, là, le long de la route, parce que pour situer un peu les auditeurs dans cette folie, pour situer les auditeurs... Mais non, écoute, ça t'est arrivé? Voilà, on est dans une région très agricole, hein, donc on a la route rurale, on a de profonds fossés de chaque côté, et ensuite ce sont des terres agricoles. Donc au moment où la voiture arrive, donne le coup de volant, les roues arrière se retrouvent dans le gravier, et je sais à ce moment-là que la voiture va me frapper, là. Donc ça se passe devant moi, là. Et comme la voiture arrive à ma hauteur, là, je sais, là, Isabelle, il y en a fumé du bon, lui, là. J'ai senti que j'étais soulevé du sol. Mais j'ai pas l'impression d'avoir sauté. J'ai l'impression d'avoir été littéralement soulevé du sol. Comme si je m'étais retrouvé dans un état d'apesanteur. Et j'ai vu la voiture passer sous mes pieds. En fait, c'est le coffre arrière que j'ai vu de la voiture passer sous mes pieds. Et je me rappelle, aujourd'hui, je te le raconte, écoute, ça fait 45 ans de ça. Quand la voiture est passée, je me rappelle que je bougeais mes pieds comme si je marchais dans l'air. Et je me disais, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc la voiture passe. Le véhicule retrouve son aplomb sur la chaussée et il s'éloigne. La voiture s'est pas arrêtée. Au moment où tout ça se passe, moi, évidemment, je ne suis pas resté comme ça dans l'air pendant 5 minutes. Là. Dès que la voiture est passée, j'ai basculé vers l'avant. Je suis pas tombé dans le fossé. J'ai eu l'impression d'avoir été déposé dans le fossé. C'est fou pareil, hein? C'est fou. Et le temps de me relever, écoute, je suis ébranlé, là. Est-ce que j'ai pas d'explication, là. Les dernières secondes m'ont littéralement bouleversé. Et au moment où je suis en train de réfléchir à ce qui vient de se passer, je sens des mains qui m'empoignent. Je le raconte puis je trouve ça ridicule. Je sens des mains qui m'empoignent, on me soulève du sol et on m'amène dans le champ qui jouxte la route. Je flotte littéralement dans l'air. Je suis à peu près, je dirais, peut-être à 45 cm, 1 mètre maximum du sol. Je suis face contre terre, donc je vois le sol sous moi. Je sens des mains qui m'agrippent autour des bras, autour des épaules en fait, et d'autres mains qui me saisissent par les chevilles. Et là, on m'amène, je suis comme complètement paralysé par ça. On m'amène. Je n'ai pas l'impression de flotter dans l'air comme sur un tapis volant. Là, j'espère que la direction de Cogeco n'est pas à l'écoute parce que je vais... Non, mais je veux dire, t'as pas d'explication. Je veux dire, toi, tu sais, on peut dire aussi, bon, il s'est cogné sa tête, il était complètement en rêve. Mais je veux dire, t'as pas d'explication. Et tu te souviens de cette série-là? Oui. Et là, au moment où on me déplace, je flotte pas dans l'air comme sur un tapis volant. Il y a comme un mouvement, une oscillation de haut en bas, comme si quelqu'un me transportait, comme si on marchait. On va aller à la pause. Et là, j'entends des voix. Tu veux qu'on a... Finis tes voix. Je voulais juste te signaler qu'il fallait qu'on aille à la pause quand même. Donc, j'entends des voix. Une première voix, donc celle qui me tient par les chevilles, c'est du moins ce que j'ai l'impression. Elle dit, on va le tuer. Et une autre voix, qui n'est pas celle qui me tient par les épaules, mais comme s'il y avait un éclaireur devant, qui lui répète « Non, on va seulement lui faire peur. » Donc tout ça a duré peut-être... Et tout ça a duré peut-être 1 minute, et puis là, 30 secondes, 1 minute, et puis on m'a déposé sur le sol. J'ai senti une pression entre mes épaules, et tout s'est arrêté. Quand je me suis retourné, j'étais assis dans mon champ de maïs. Je voyais la route qui était à 50 mètres de moi. Il n'y avait personne. Vraiment personne.
c'est troublant. Et t'as toujours pas d'explication là-dessus. Pas d'explication. Et je te dirais, Isabelle, que bien souvent, c'est la première chose à laquelle c'est le souvenir de ces événements, parce qu'on raconte toujours le souvenir d'un événement et non pas l'événement lui-même. Ouais. Le souvenir de l'événement, c'est encore une des premières choses auxquelles je pense le matin en me levant et l'une des dernières à laquelle je pense en me couchant. C'est vraiment une expérience qui m'a profondément troublé et qui m'a amené à m'ouvrir sur cet univers du paranormal. Donc là aussi, quand les gens me disent « Oh, il est sceptique, mais s'il avait vécu du paranormal, il penserait autrement. » Non. Justement, mon expérience empirique ne doit pas nous faire perdre le bon sens et le sens critique. Ouais, exactement. Mais c'est fascinant. D'où ta fascination. Oui. Je trouvais que c'était intéressant de t'entendre raconter ça parce que, je veux dire, ça explique beaucoup de choses aussi. Ça explique pas ce qui a pu se passer là, mais ça explique aussi que tout le monde peut avoir une perception d'une situation puis qu'on n'en a pas d'explication. Tout ne s'explique pas forcément. On va aller à la pause. Mon Dieu, que le temps passe avec toi. C'est fascinant comme ça passe vite. On revient tout de suite après. Écoutez cette série-là. Moi, j'étais fan quand j'étais petite. Là, c'était... Et ça se passe toujours sur une route de campagne. Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. Leur univers. On va à la pause. Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, vous écoutez Isabelle au 98.5 Montréal. Christian Page est journaliste spécialisé en paranormal. Il vient de publier OVNI au Québec et sincèrement, ça vaut la peine parce que de le lire, de se le procurer parce que vous allez avoir là-dedans toute la nomenclature des expériences de ces phénomènes aériens non identifiés, comme on doit plus justement les appeler. Christian, il y a bien sûr tous ces classiques sur lesquels tu reviens. Il nous reste peu de temps, là, mais je pense qu'on peut parler de l'affaire Malbeuf comme étant probablement, tu le dis dans ton livre, en tête de liste, là, parce que c'est ainsi que les ufologues l'ont surnommé. Un mot sur l'affaire Malbeuf. L'affaire Malbeuf, tu vois, quand on parle de phénomènes extrêmes, les rencontres du troisième type, célèbres par le film de Spielberg, c'est l'observation d'un ovni, mais également de ses occupants. Et là, dans l'affaire Malbeuf, ça se passe, on est en 1977, janvier 77, une dame qui vit donc au rez-de-chaussée d'un édifice à logement. On est à peu près à 3 heures du matin, elle regarde par la fenêtre et là, elle voit un objet qui arrive et qui semble se poser sur le toit de la maison d'en face. Alors, pendant un moment, elle voit, à cause de l'angle, elle ne voit pas l'objet, mais elle voit des lumières qui clignotent au-dessus du toit. Elle se dit, l'objet doit être posé. Alors qu'elle regarde, elle voit apparaître 2 personnages qui marchent jusque sur le bord du toit, qui regardent dans la rue, qui semblent discuter entre eux pendant un moment, et puis ils disparaissent à nouveau, et là, elle voit l'engin qui s'élève dans le ciel pour s'éloigner. Elle est tellement choquée par l'événement qu'elle n'en parle pas tout de suite. Le lendemain, son fils vient lui rendre visite. Elle lui parle de l'événement, il va grimper sur le toit de la maison d'en face et pour y être allé, je dois te dire, Isabelle, que c'est assez difficile de monter sur le toit. Il fallait passer par le bâtiment voisin, sauter sur une remise et quand on arrive sur le toit, il y a un rond de 3 ou 4 mètres de diamètre où la glace, je te rappelle, on est en janvier 1977, où la neige et la glace a fondu avant de regeler à nouveau. Donc on voit distinctement ce rond et crois-le ou non, on voit des espèces d'empreintes qui partent du centre du cercle et qui vont jusque sur le bord du toit. Était-ce l'empreinte de ces mystérieux visiteurs vus par Madame Malbeuf? Il n'y a pas vraiment une enquête très rigoureuse qui a été menée, mais cette affaire-là a fait l'objet de nombreux articles dans la presse et c'est devenu un classique et tu comprends pourquoi. C'est une histoire extraordinaire. Écoute, tous les éléments sont là. Exact, Christian, c'est fabuleux. On aura l'occasion de se reparler le 7 novembre prochain parce que ça va faire 30 ans depuis l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure. Puis ça mérite qu'on en discute juste de celui-là. Merci beaucoup, Christian Page. Bonne journée à toi. Incroyable histoire! On n'a pas eu le temps de s'en jaser. On reviendra là-dessus, sur votre croyance par rapport aux extraterrestres. En attendant, bonne journée tout le monde et à demain. C'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps parce que le temps file, justement. Il y a eu pas mal d'activités ce matin, mais je vais prendre les dernières minutes pour parler avec Christian Page de son livre « OVNI au Québec ». Christian, bonjour. Bon matin, Paul. C'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond, d'un certain nombre d'événements. Puis j'allais dire, c'est une recension, dans le fond,
Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à d'autres, tu n'es pas le genre à acheter toutes les histoires d'OVNI, puis toutes les histoires de rencontres. Tu prends le temps de les fouiller, de les analyser, et puis de voir si ça tient la route ou pas. Je pense que c'est ça qui te distingue beaucoup des autres, là. Ben, merci beaucoup. Et tu as tout à fait raison. L'idée d'écrire ce livre, OVNI au Québec, donc je me suis concentré sur des observations au Québec, mais à travers ça, j'ai voulu jeter un regard sur le phénomène des OVNI. On le sait, le temps file, donc je te fais un résumé rapidement, mais le phénomène a débuté de manière, disons, populaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a commencé à voir des observations d'OVNI. La presse s'est intéressée à ça. L'armée également s'est intéressée. L'armée canadienne également s'est intéressée à ça. On a eu des petits projets d'enquête sur les OVNI dans les années 50. Et puis, peu à peu, cette curiosité, je dirais, a fait place à la croyance. Donc, aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à la question des OVNI, mais on multiplie une croyance très souvent sur des mythes. Alors, j'ai voulu un peu recentrer le débat, dire, OK, voilà, ça fait 80 ans qu'on parle du phénomène des OVNI. Le Québec a fait également bonne figure avec son nombre d'observations. Et à travers ces observations, que sait-on 80 ans après le début du phénomène? Oublions tout ce que nous galvaudent les amateurs d'OVNI, parce que il faut le savoir, le phénomène est devenu presque un mouvement sectaire. Aujourd'hui, les amateurs d'OVNI, qui se définissent comme les ufologues, se sont embrigadés dans des mythes, dans des croyances, dans des mensonges, et ce sont ces mensonges qu'ils colportent sur les tribunes publiques. Mais je regardais dans le livre, tu ramènes, parce qu'on a souvent échangé ensemble là, à la radio, tu ramènes des cas, je me souviens de Sainte-Marie de Monoir, puis je l'ai revu hier, là. Tu ramènes ces cas-là pour faire la démonstration de ce que tu viens de nous dire, là. Absolument. Donc, ces histoires-là ont été gonflées et on les propose au public et le public adhère à ça parce que le public n'a pas le moyen de vérifier ces informations. Donc, on fait confiance au messager, mais bien souvent, le messager, ce qu'il essaie de nous vendre, ce n'est pas une explication, mais c'est de nous vendre des extraterrestres, nous vendre du rêve et du mythe. On aime croire qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a une licorne, mais elle n'est pas toujours là. Mais justement, comment tu fais, là, je vais te réinviter bientôt, là. Oui. Comment tu fais pour distinguer le vrai du faux? Ça demande une investigation sur le terrain. Et aujourd'hui, faut pas se le cacher, l'avènement de l'Internet, les ufologues préfèrent rester derrière leur écran à échanger de l'information. Ils ne vont plus vraiment sur le terrain. Et l'avènement de télé spécialisées, des réseaux spécialisés qui nous proposent des documentaires comme Nos ancêtres, les extraterrestres et tout le reste, ben les gens adhèrent à ça. Malheureusement, on essaie davantage d'axer vers le divertissement que vers l'information qualitative. Merci, Christian. Désolé de couper court comme ça, mais on va se reprendre bientôt. OK, ça s'intitule « OVNI au Québec, des observations aux enlèvements extraterrestres. 80 ans d'incidents énigmatiques. » Christian Page, l'auteur. Bonjour. Bonjour, Bernard. Alors, écoute, on va prendre des appels dans l'autre bloc. Oui. Et je t'ai prévenu, je veux pas que tu nous résumes tout ce qu'il y a dans ton livre. Je veux que tu nous prennes les 2 meilleures histoires d'OVNI, celles qui, à ton avis, sont les plus troublantes, celles qui pourraient peut-être convaincre quelqu'un que ça se pourrait peut-être que ça existe. Okay. Si je regarde dans le catalogue des observations d'OVNI à l'échelle de la planète, je te dirais que l'observation d'OVNI la plus spectaculaire, la plus troublante que je connaisse, s'est produite au Canada en 1967. Et ça a beaucoup rebondi, cette histoire-là. Je te la résume en quelques mots. On est en mai 1967. On se trouve à Falcon Lake. C'est à la frontière de l'Ontario et du Manitoba. Oui. Et on a un prospecteur, un type qui s'appelle Stéphane Michalak. Et d'abord, c'est un mécanicien industriel, mais sa grande passion, c'est la prospection minière. Donc, c'est son hobby. Et donc, on est un samedi après-midi. Il est arrivé la veille dans la région. Et ce samedi, un beau samedi après-midi, on est le 20 mai, il s'en va en forêt. Et là, alors qu'il est en train de faire de la prospection, il est à peu près 12h30, il voit arriver 2 objets dans le ciel.
L'un d'eux reste en l'air, mais l'autre se pose à quelques mètres de lui. Donc Michalak se dissimule derrière un rocher. Il regarde cette machine. Il faut savoir qu'en 1967, on parle beaucoup de la conquête de l'espace. Et on a vu toutes sortes de modèles et de dessins, des photographies dans les journaux et les magazines. Et Michalak ne pense pas à ces soucoupes volantes. D'abord, il croit pas beaucoup à ça. En fait, ça l'intéresse pas du tout. Il voit cette machine et là, elle est posée devant lui. Elle fait à peu près 10 mètres de diamètre sur 4-5 mètres de haut. Et il a l'impression qu'elle est faite d'un seul bloc. Elle est argentée d'un seul bloc. Et là, il y a une trappe qui s'ouvre sur le côté de l'objet. Michalak pense qu'il s'agit peut-être d'un véhicule américain. Alors, il s'approche et il dit comme ça en anglais, « Hey, les Yankee Boys », il pense d'abord aux Américains, il dit, « Hey, les Yankee Boys, avez-vous des problèmes avec votre machine? » Pas de son, pas de bruit, rien, que cette porte ouverte d'où sort une luminosité violette. Il continue de s'approcher de l'objet, repose la question cette fois en français, il la pose en ukrainien, il la pose en russe, il est polyglotte, il parle 5 ou 6 langues, toujours pas de réponse. Et là, finalement, au moment où il est aux côtés de l'objet, il se rentre la tête dans l'objet, il voit rien, c'est trop lumineux, il se retire, met sa main sur la machine, et à ce moment-là, la trappe se referme, la base de l'objet pivote, et là, il y a une espèce de grillage sur le côté de l'objet. Ce grillage-là se met vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est par accident? Est-ce que c'est volontaire? Peu importe, il y a un souffle d'air chaud qui sort de cette grille, qui met le feu aux vêtements de Michalak. Il se roule dans l'herbe, et le temps d'éteindre l'incendie, l'objet a commencé à s'élever, il s'éloigne et il disparaît dans le ciel. Michalak rentre chez lui à Winnipeg et écoute, il se rend à l'hôpital, il dit qu'il a été victime d'une espèce d'accident avec un avion. On constate en effet qu'il a été irradié, il va subir des traitements à l'Institut Mayo du côté de Rochester aux États-Unis. Il y aura une double enquête du gouvernement canadien, une part de la GRC, d'autre part par le ministère de la Défense. On va se rendre sur place, on va isoler pendant des semaines l'endroit où Michalak dit avoir rencontré sa machine. Est-ce qu'il y a des traces? Oui, il y a des traces qui ont été laissées. On voit, il s'est comme posé sur une surface rocheuse et toute la surface de la roche où il y avait une espèce de mousse végétale a été enlevée. Lui, Michalak, bien sûr, et là, c'est sur son abdomen. On voit des photos célèbres où il est à l'hôpital et on voit sur son abdomen la grille. Quand le souffle d'air chaud l'a brûlé, non seulement il a mis le feu à ses vêtements, mais il lui a brûlé la peau et on voit sur son abdomen des brûlures en forme de damier. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. À mon avis, l'histoire numéro 1 de toutes les histoires d'OVNI, et j'avoue ne pas avoir la moindre explication. Et jusqu'à maintenant, on a supposé est-ce qu'il pouvait s'agir d'un engin provenant d'un arsenal militaire ou autre. Jamais à ce jour, on n'a jamais vu un objet comme celui-là. Il faut que je te rappelle d'ailleurs qu'il y a 3 ou 4 ans, le gouvernement canadien a commencé on en est maintenant à une 3e pièce de monnaie qui a été frappée à l'effigie d'images d'OVNI. Et inutile de dire que la première pièce de monnaie que la monnaie royale canadienne ont frappé à l'image des ovnis, c'est une pièce de monnaie de 25 $ en argent qui rappelait la fameuse rencontre de Stéphane Michalak. C'est à Falcon Lake. À Falcon Lake, bon. La meilleure histoire. Okay. Au Québec, si on va du côté du Québec, l'histoire... Alors là, je commence un peu là. Là, 790-9850. Si vous pensez avoir vécu une histoire, une anecdote, une expérience, voilà le mot que je cherchais, une expérience du type rencontre du 3e type, du type extraterrestre, appelez-moi 790-9850 ou encore écrivez-moi 98985 drainville@985fm.ca. Christian, ramasse-moi ça en 1 minute, ton histoire, parce que moi, je veux prendre des appels. Tu comprends? Parfait. Donc, la deuxième histoire, parce que dans le cas de Michalak, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traces physiques. L'homme est brûlé, il y a des traces au sol. Ce sont les meilleures observations d'OVNI, celles qui laissent des traces, les observations dites du 2e type. Et le 20 novembre 1989, au Québec, en Montérégie, on est à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, il est à peu près 5h30 du matin. Sainte-Marie-de-Mont-Noir, c'est aujourd'hui là, annexé à la ville de Marieville. Donc, les gens sont réveillés par une espèce de bourdonnement dans l'air et des lumières. Ils regardent et, dépendamment de l'endroit où ils sont situés, ils voient des espèces... Un des témoins dira, ça ressemblait à un wagon de train dont les fenêtres auraient été allumées durant la nuit. Là. Donc, on voit des carrés dans le ciel, on devine un objet sombre, même si on le voit pas. Et cet objet semble s'élever du sol de derrière une maison du voisinage. Alors, et là, on parle de dizaines de témoins qui voient ça. Et 48 heures après, à l'endroit où l'objet semblait s'être posé, on est le 20 novembre, là, on va trouver un cercle d'herbe de 20 mètres de diamètre, parfaitement rond, où l'herbe a reverdi comme en été.
C'est tellement impressionnant que les gens sur place, leurs enfants jouent dans cette enclave, dans ce terrain vague. Donc, on va appeler la GRC. Est-ce que ça a été contaminé? Est-ce que de la chimie? Est-ce que c'est radioactif? On appelle la GRC qui se rend sur place. On va constater qu'il n'y a pas de contamination ni chimique ni radioactive, mais on ne s'explique pas comment un cercle de gazon, de foin, a pu être redynamisé au mois de novembre. Moi, je suis arrivé sur place, j'ai pris des échantillons, j'étais pas seul, on travaillait à plusieurs personnes ensemble. Ces échantillons ont été envoyés à l'Université Laval et crois-le ou non, on avait une augmentation de 1000% du taux de chlorophylle et de 400% du taux d'azote, entre 300 et 400% du taux d'azote. Et l'un des chimistes qui a travaillé à cette analyse-là, au laboratoire de phytologie de l'Université Laval, m'a dit, écoute, pour pouvoir redynamiser un champ en 48 heures en plein mois de novembre, il aurait fallu injecter de la chlorophylle à chaque brindille d'herbe incluse dans le cercle. Ben voyons donc. On ne connaît rien, ni de mécanique, ni d'artificiel, ni de naturel, qui peut redynamiser un champ de la sorte en plein mois de novembre. Et tu racontes cette affaire-là dans ton livre. Tu racontes absolument. Un ovni à Sainte-Marie-de-Monoir. Voilà. Et j'étais là. Donc, c'est moi qui les ai pris des échantillons. Là, j'étais le premier sur place, là, appelé par la GRC. J'arrive là, je vois ça. Écoute, encore aujourd'hui, ça fait quand même 31 ans de ça, Bernard. Et t'es encore troublé? Oui, je suis encore troublé. Quand je repense à ça, c'était pas une tourbière. Je n'ai jamais trouvé même pas un début d'explication à ce phénomène-là. Pour moi, ça, c'est très désarmant. Et là, on a une trace physique. C'est pas que des témoins qui racontent j'ai vu une lumière, j'ai vu un objet. Non, on a une trace physique. On a quelque chose, là. C'est vraiment, c'est un classique et je suis content d'avoir été impliqué dans cette histoire-là. Oui, je suis content aussi. Alors, après la pause, on prend des appels, OK? Puis là, ils vont nous raconter quelques histoires, Christian. Il y en a peut-être que tu vas connaître. Et puis c'est ça. Moi, ce que j'aime avec toi, Christian, là, c'est que tu es un sceptique. Oui, c'est ça. Non, mais tu es un sceptique. A priori, tu y crois pas. A priori, tu y crois pas. En fait, Bernard. Mais c'est vrai, a priori, tu y crois pas. Mais en fait, Bernard, il y a deux choses, en commençant le livre, il y a deux choses sur lesquelles on s'établit bien, là. Je dis, les ovnis, en tant que phénomène aérien non identifié, ça existe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens voient des choses qu'ils n'expliquent pas et un faible pourcentage, entre 5 et 10%, vont demeurer inexpliqués, même après une investigation. Ça ne veut pas dire qu'on est visité par des extraterrestres, mais il y a des observations d'ovnis qu'on s'explique mal. Cela étant dit, là où on doit se poser la question, c'est est-ce qu'il s'agit de véhicules extraterrestres, intraterrestres, supradimensionnels? Est-ce que ce sont des engins secrets des militaires? Là, pour l'instant, on le sait pas. On n'a pas 80 ans n'a pas permis d'apporter une preuve définitive. Mais le phénomène OVNI, il est une réalité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a seulement 5 à 10 qui s'expliquent mal. 5 à 10 Oui, le reste, ça s'explique par des explications assez conventionnelles. Voilà. Après la pause, c'est Joseph qui nous appelle. Parfait. OK, on s'en va à Joseph. Bonjour, Joseph. Salut Bernard, salut Christian. On vous écoute, allez-y. All right. Fait que, tu sais, dans des choses qu'on peut pas expliquer, là, voir un ovni, c'est quelque chose pareil. Je vais vous conter mon histoire. On est en 2014, au mois d'août, à Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Je travaille sur une ferme qui est juste l'autre bord de la vallée de l'aéroport. Un petit aéroport là, d'aéronefs récréatifs. Oui. Et je suis là, on a fini notre journée de travail. Il est environ 10h30 le soir. On est en train de... Le staff et tout le monde, on est en train de se faire un feu. Puis on relaxe notre fin de journée. Soudainement, on voit au travers de la vallée une lumière scintillante. Puis la lumière scintillante est pas très haute. Là. On parle pas d'une étoile, on parle pas d'un avion, quoi que ce soit. On parle de quelque chose littéralement à l'autre bord de la vallée, au-dessus de l'aéroport. D'accord. C'est une lumière qui scintille de plus en plus, comme si ça accumulait une charge électromagnétique. Okay. Et tout d'un coup, ça part comme un météorite, mais à l'envers. Au lieu de s'en venir vers la Terre, ça quitte la Terre avec une longue traînée lumineuse là, qu'on voyait aller dans le fin fond de l'espace. OK. Donc, qu'est-ce que tu en penses de quelque chose comme ça? Non? Merci, Joseph, pour l'appel. Christian?
Ben, tu sais, quand les gens rapportent des observations d'ovnis, bien souvent pour eux, parce qu'il y a souvent une question, oui, les gens qui voient des ovnis, on va enlever tout de suite ici là, des espèces de préjugés. Là. Non, ce ne sont pas toujours un agriculteur perdu au fin fond d'un bois dans le Wyoming. Là. Il y a des gens, on a des gens à peu près de toutes les catégories, de tous les groupes d'âge, de tous les milieux sociaux qui sont témoins d'observations mystérieuses. Maintenant, à partir du moment où tu as le témoignage, il faut une enquête de terrain pour essayer de déterminer ce que les gens ont rapporté. Donc, on a un témoin qui nous raconte ce qu'il se souvient de l'événement. Il faut toujours se rappeler qu'on rapporte jamais un événement, c'est toujours le souvenir de l'événement qu'on rapporte. Donc, il rapporte cet événement-là. Donc, il faut faire d'abord une recherche de terrain. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des manœuvres aéronautiques dans le secteur? Est-ce qu'il y avait l'utilisation de drones? Bon, on doit éliminer l'ensemble de toutes les données avant d'arriver et conclure à un phénomène non identifié. Quand on fait ce tri-là avec le filtre, on va éliminer de 90 à 95% des manifestations. Il y a un 5%, il y a un résidu de 5% qui va quand même demeurer non identifié. Peut-être que monsieur nous raconte l'événement, je peux pas me prononcer parce que bon, j'ai pas mené l'enquête sur le terrain. On nous raconte l'observation. A priori, comme ça, je vois pas là d'emblée une explication qui viendrait là spontanément pour dire bon, monsieur a vu tel ou tel truc, mais il faudrait bien sûr une investigation sur le terrain. Il y a une chose qu'il a mentionnée qui est très importante. Les gens, moi, écoute, ça fait presque 45 ans que je suis dans ce milieu-là. Le nombre de fois où des gens ont essayé de me raconter des bobards, je pourrais les compter sur les doigts d'une main. Les gens sont fondamentalement honnêtes. Lorsqu'ils racontent leur observation, c'est ce qu'ils croient fondamentalement qu'ils ont vu. Donc, on tourne pas autour de ça, là. Donc, ça, on respecte le témoin. Maintenant, il faut essayer de déterminer qu'est-ce qu'il a observé. Et ça, parfois, c'est plus compliqué. Là, j'ai plusieurs textos. Il y en a un qui me dit d'abord, je sais que Christian aime les scientifiques. Donc ça, c'est clair. Bien sûr. Ah oui, non, mais c'est vrai. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, le manque de preuves de l'existence des extraterrestres ne prouve pas qu'ils n'existent pas. Bien sûr. Ça, c'est un argument intéressant. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit, il dit, le cercle à Marieville est resté visible pendant plusieurs années. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est tout à fait vrai. Et bon, d'abord, oui, c'est vrai, le fait de ne pas avoir la preuve que les extraterrestres n'existent pas, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Là. La preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais bien sûr, plus l'explication est extraordinaire, fantastique, on se doit de demander des preuves plus fantastiques que j'ai vu quelque chose, tu comprends? Oui. Ça va de soi. Le cercle à Marieville, ce que le témoin ce que l'auditeur mentionne est tout à fait vrai. Hein? Le champ est resté, il y avait comme une espèce de cicatrice dans le champ et chaque été, et ça c'était spectaculaire, chaque été, lorsque l'herbe commençait à repousser, il y avait une végétation tout à fait atypique qui apparaissait sur ce cercle-là, donc 20 mètres de diamètre. Où là, tu avais une espèce de luzerne qui était tout à fait incroyable. Et crois-le ou non, Bernard, quand on utilisait Google Maps ou Google Earth, version 2006, puis on allait se placer au-dessus du terrain en question, et l'événement s'est produit en 1989. Les visions de Google Earth 2006 montraient le champ en question, et on devinait encore l'empreinte du cercle de 20 mètres de diamètre. Là, on était en 2006 sur Google Earth, donc pratiquement une vingtaine d'années. Christian Page, OVNI au Québec, c'est sorti. Merci Christian. Ça me fait plaisir. Demain tout le monde. Ouais, ciao.